Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences, les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Et nous sommes aujourd'hui à l'Argentière, au siège de la FRAPNA, en compagnie de Léa Ramy, chargée de mission forêt au sein de notre association. Bonjour Léa. Bonjour Adrien. Alors, est-ce que tu peux, peut-être déjà pour commencer, en quelques mots, nous expliquer quel est ton travail au sein de la FRAPNA en tant que chargée de mission forêt ? Oui, tout à fait. Mon travail en tant que chargée de mission forêt, c'est globalement de faire des études sur les forêts d'Ardèche et notamment de trouver en Ardèche quelles sont les forêts les plus matures sur le territoire en vue de les protéger. Et une autre partie du travail, c'est d'accompagner des propriétaires forestiers pour l'amélioration ou la gestion de leurs forêts, souvent des petites parcelles, en vue d'avoir une meilleure biodiversité dans leurs forêts. Et du coup, tu as des exemples d'accompagnement de propriétaires Oui, donc je peux vous parler d'un projet qui s'appelle La forêt entre nous. Et ce projet, c'est donc la création d'une forêt nourricière et citoyenne sur un lieu qui était anciennement une châtaigneraie et qui avait été envahi par les pins et dont les propriétaires souhaitaient en faire un exemple en fait de réorientation du peuplement vers un peuplement qui a plus de biodiversité et qui peut aussi servir aux habitants du village. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est à Saint-André-la-Champ. Et ouais. Cette forêt, elle a la particularité d'être... Donc il y a une moitié qui appartient à la commune de Saint-André-la-Champ et l'autre moitié qui appartient à un collectif d'habitants qui sont sous la forme d'une SCI. Et donc ils se sont associés, en fait, d'ailleurs c'est leur idée du collectif qui s'appelle La Jeunette, qui est aussi une association, et leur idée c'était de s'associer donc à la mairie pour rejoindre ces deux parcelles et en faire donc une forêt nourricière et citoyenne en y mettant en fait des essences fruitières. Et donc le terme nourricière, en fait, eux l'entendent dans le sens nourricière pour les humains, mais aussi pour toute la biodiversité, les oiseaux, les insectes et tout ce qui peut vivre dans cet endroit-là. C'est une forêt, du coup, c'est un projet qui mélange l'aspect écologique et donc l'aspect social, entre guillemets, puisque ça va servir aussi aux habitants et habitantes du village à côté. Est-ce que c'est quelque chose que la FRAPNA recherche dans les projets qu'elle essaye de mener, d'avoir un aspect social aussi ? Oui, tout à fait. C'est super important pour nous que en fait, les gens d'un territoire commencent à se réapproprier leurs forêts, les forêts du territoire et surtout la forêt de manière générale, puisque c'est des écosystèmes qui sont finalement assez délaissés par les citoyens qui ne savent pas vraiment quoi y faire, comment s'en occuper. En l'occurrence, en Ardèche, les forêts, elles sont souvent vues comme les arbres qui recolonisent des espaces qui étaient anciennement agricoles, et c'est le cas en fait. C'était très agricole à une époque, l'Ardèche, et toutes ces terrasses qu'on peut voir sur les flancs des montagnes, eh bien, c'était des terrasses cultivées, et donc souvent les habitants voient plutôt d'un mauvais œil le retour de la forêt, alors qu'en fait c'est plutôt une bonne chose puisque à l'époque où c'était très cultivé, c'était une grosse problématique qu'il n'y ait plus de forêt. Parce que du coup, il n'y a plus rien qui tient les pentes, qui tient la terre sur les pentes, enfin à part les terrasses, mais il y avait quand même des gros éboulements de terrain, des grosses inondations du fait qu'il n'y ait plus du tout de forêt. On est passé d'un territoire qui était boisé à 5%
un territoire qui aujourd'hui est boisé à plus de 50%. Donc en fait, oui, il n'y avait plus rien. Quand on regarde les photos aériennes anciennes, c'est assez terrifiant de voir à quel point il n'y avait pas du tout de forêt en Ardèche, quoi. Et on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais, mais ouais, c'était assez fou. Et donc oui, c'est complètement un enjeu que les gens se réapproprient cette culture-là, enfin en tout cas qui s'acculturent à la gestion forestière. Parce que comme on n'est pas un territoire qui est forestier dans la culture, dans la tête et dans la tradition, comme d'autres territoires peuvent l'être, il y a des territoires où les gens savent comment gérer la forêt, parce que ça a toujours été. Et en Ardèche, c'est pas trop le cas. Donc voilà, ouais, c'est super important, et c'était aussi la volonté des habitants de ce hameau, le Vernet, de proposer d'ouvrir leur forêt à tout le village et à tous les gens qui s'intéressent de plus ou moins à la forêt, quoi. Mais alors, du coup, toutes ces forêts, tu donc dis que l'Ardèche s'est reforestée ces dernières décennies de manière assez impressionnante. Donc, c'est des forêts qui ne sont pas gérées, c'est ça ? Oui, pour la plupart, c'est des forêts qui ne sont pas du tout gérées. La forêt qu'on a aujourd'hui en Ardèche, elle est quand même, on va dire, moitié-moitié feuillus, résineux. Mais il y a eu, du coup, suite à l'exode rural et au fait que les parcelles agricoles ont été délaissées, il y a eu quand même pas mal de reboisement volontaire et d'implantation notamment du pin maritime et du pin noir pour diverses utilisations, mais surtout parce qu'il y avait des mines et que les gens s'en servaient pour étayer les couloirs de mines. Le pin, c'était des pins très droits, c'est bien pratique. Mais du coup, le pin a aussi colonisé plein d'espaces qui ont été laissés à l'abandon, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de résineux, des forêts de pins dans lesquelles la biodiversité est pas très importante, quoi. Donc ça donne des paysages qui méritent d'être un petit peu améliorés d'un point de vue biodiversité. Alors on peut aussi juste attendre que la biodiversité arrive. D'ailleurs, c'est la meilleure des solutions. Mais on peut aussi, dans le cas là, sur des petites zones, intervenir, planter des essences pour favoriser la biodiversité. Alors justement, c'était une question que j'avais envie de te poser. En termes de gestion, est-ce qu'il vaut mieux préconiser la libre évolution, c'est-à-dire d'attendre, comme tu dis, que la forêt s'occupe d'elle toute seule? Est-ce que ça, c'est possible, c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'il faut intervenir à chaque fois? Est-ce que ça dépend peut-être des cas? Ça dépend des cas, comme tu t'en doutes. Mais moi, je dirais que d'un point de vue écologique, vraiment... la forêt feuillue, elle peut aussi revenir toute seule. D'ailleurs, on voit dans plein de pinèdes, donc les pinèdes, c'est les forêts de pins, quand il peut y avoir un sous-bois un peu feuillu, et si on lui laisse le temps, il peut revenir aussi tout seul. Je dirais que c'est le stade d'après, mais parfois on est un peu pressé, et il peut y avoir de l'intervention qui peut être pertinente. Planter, je dirais que c'est vraiment le dernier recours, parce que ça coûte de l'argent déjà de base, et que si on veut changer la face d'une forêt, ça va coûter beaucoup d'argent. Là, rien que sur 6000 m², on est à je pense 1500 € de plan, donc c'est pas rien, et c'est pas un grand terrain, donc voilà, la plantation ça coûte de l'argent, et en plus ça peut ne pas marcher. Donc voilà. Mais il y a des interventions un peu plus légères où on peut par exemple faire des éclaircies dans une forêt de pins, regarder là où il y a un peu un sous-bois un peu intéressant, et ramener de la lumière sans faire une coupe rase, parce que ça c'est une catastrophe écologique, mais faire des petites éclaircies pour laisser des feuillus reprendre, et petit à petit en fait réorienter la forêt vers d'autres essences feuillues. La coupe rase, c'est quelque chose de catastrophique, tu viens de dire. On est concerné par ce genre de choses aussi en Ardèche? Oui, tout à fait, ça existe chez nous, et d'ailleurs c'est une problématique, et je dirais que c'est pas forcément justement des gestionnaires qui en sont responsables. Parfois oui, parfois il y a des gestionnaires qui conseillent ce genre de gestion par coupe rase, mais en fait ce qui se passe en Ardèche, c'est que
Donc on a un héritage de parcellaire agricole en fait, qui est très morcelé. Donc on a des toutes petites parcelles qui étaient avant cultivées. Et aujourd'hui, c'est de la forêt. Mais du coup, ça rend la gestion forestière à l'échelle d'un massif forestier quasiment impossible parce qu'il faudrait que tous les propriétaires soient d'accord et c'est très compliqué. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que des exploitants forestiers, en fait, viennent démarcher des petits propriétaires forestiers qui ont quelques hectares par-ci, quelques hectares par-là, et ils leur proposent en fait 2 000, 3 000 euros pour couper leur bois. Les gens ne savent pas où c'est, ils ne se rappellent plus, ils n'y sont jamais allés, ça fait 2 000 euros qui arrivent, c'est super, ils disent oui. Puis en fait, les exploitants, eux, ils vont voir aussi tous les voisins pour que leur opération soit rentable. Donc ils vont agrandir la zone à couper. Et au final, ça fait des grandes coupes rases dans le paysage. Et il n'y a absolument rien qui interdit cette pratique-là. En forêt, c'est complètement autorisé. À partir de 4 hectares, il y a une déclaration à faire à la mairie, mais c'est pas du tout une demande d'autorisation, c'est même... voilà, c'est juste pour dire qu'on le fait, quoi. Voilà, c'est juste pour dire qu'on le fait et c'est pas du tout interdit. Mais donc oui, c'est une problématique qu'on a. Moi, je travaille en ce moment pas mal dans le Nord Ardèche, qui est en dessous d'Annonay, où justement je recherche les peuplements matures en vue de les préserver parce que c'est une zone où il y a beaucoup de coupes rases et où la pression est forte et à tout moment on peut voir couper un bout de forêt très intéressant. Après, il y a plein de forêts qui sont rasées et qui, d'un point de vue écologique, il n'y avait pas une grande biodiversité, mais la coupe rase est de toute façon une catastrophe pour le sol forestier, pour l'infiltration de l'eau dans le sol, pour l'érosion, pour les espèces qui vivent autour. C'est vraiment pas une bonne solution de gestion. Même quand c'est une forêt, une pinède oui. Artificielle. C'est jamais une bonne idée. Faut jamais faire ça. Ouais. Après, ça dépend de la surface, évidemment. Une petite coupe rase est bien moins grave qu'une grande coupe rase, mais globalement, c'est pas un mode de gestion qui est durable. Et puis en plus, d'un point de vue financier, certes, on va avoir une rentrée d'argent d'un coup, mais après, il n'y a plus rien pendant toute notre vie, parce que le temps qu'il y ait des arbres qui repoussent et que ça redevienne une source de revenus potentiels, on le verra jamais, quoi. Mais un arbre économiquement viable, c'est 30 ans, je crois, non, avant qu'il puisse être exploité. Ça dépend. Ça dépend des essences, ouais. Mais oui, après, c'est vrai qu'on raccourcit en plus de plus en plus l'âge d'exploitation, mais oui, c'est autour de ça. Mais bon, vous imaginez que quelqu'un qui coupe ses arbres à 50 ans, après, il ne verra pas la suite. Alors que si on a une gestion, enfin un prélèvement un peu plus léger à chaque fois, ça peut faire une source de revenus plus régulière, quoi, et plus intéressante. Et la forêt est toujours là. Et en plus, on peut réorienter petit à petit le peuplement vers quelque chose de plus intéressant au niveau biodiversité. Tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de forêts mais qui ne le savent même pas ou ça s'est perdu dans les héritages. Du coup, est-ce que la volonté de gérer la forêt de manière écologique, c'est-à-dire en gardant un écosystème sain à l'intérieur, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé par les gens ? Est-ce qu'il y a une volonté de ça ou est-ce que pas tant ? J'aurais du mal à faire un truc général. Ouais. Moi, les gens qui viennent me parler de forêt et qui sont propriétaires, en général, oui, ils ont plutôt cette fibre-là, mais je dirais que c'est un pourcentage extrêmement infime des propriétaires forestiers. En Ardèche, on a 90% de la forêt qui est privée, 10% qui est publique. Donc, t'imagines le nombre de propriétaires que c'est énorme et la plupart des gens n'ont aucune idée de comment faire ça. Et l'écologie, oui, par contre, je pense que quand on commence à parler forêt aux gens, ils peuvent vite être intéressés par le côté écologique de la forêt. Enfin, je veux dire, la biodiversité qu'il y a en forêt, les gens sont sensibles quand même à ce côté-là. C'est pas des gens qui ont envie d'exploiter à tout prix, surtout quand tu as une micro-parcelle, tu t'en fous un peu. Mais le truc, c'est que les gens sont souvent pas au courant. Et quand on n'est pas du tout au courant, qu'on s'est jamais renseigné sur la gestion et qu'il y a un exploitant qui vient te proposer 5 000 euros comme ça, tu dis oui, quoi. C'est un peu ça le problème. Et d'ailleurs, avec le projet, je reboucle un peu sur la forêt entre nous, mais un des enjeux pour nous, c'était aussi de proposer aux gens qui habitent autour de ce projet-là de venir en apprendre plus sur la forêt et avoir quelques billes
sur la gestion forestière et d'essayer de diffuser un peu quelques notions. L'idée, c'est pas de devenir expert sur la gestion forestière, mais de pas se laisser avoir par n'importe quel exploitant qui vient te voir pour te proposer de l'argent, quoi. D'avoir un peu des notions rapidement d'écologie, de gestion durable d'une forêt. Pour avoir les clés pour décider après de ce que tu veux faire. Voilà, c'est ça. Et puis limite, juste savoir auprès de qui se renseigner, quoi. Parce qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent qui peuvent apporter des conseils, qui peuvent donner des clés, qui peuvent accompagner en fait les gens sur la gestion de leur forêt. Nous, à la Frapna, c'est vrai qu'on fait pas du conseil de propriétaires privés comme ça gratuitement, c'est pas possible. Et même on vend pas ça. Je dirais que là, les projets sur lesquels moi je travaille, c'est des projets qui bénéficient de financement par ailleurs. Mais par contre, il y a des structures comme le Centre national de la propriété forestière ou même la Chambre d'agriculture qui proposent un accompagnement pour les propriétaires, les petits propriétaires forestiers, et qui peuvent être intéressants. Et après, à savoir ce qu'on prend, ce qu'on laisse dans ce que nous donnent comme conseil ces gens. Faut aussi prendre le pli de se renseigner par soi-même et si notre forêt elle est sur le territoire du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, on peut aussi s'adresser. Il y a un chargé de mission forêt qui peut aussi donner des conseils. Il y a des financements qu'on peut trouver. Il y a plein de ressources qui existent. D'ailleurs, on a fait une petite plaquette pour les petits propriétaires forestiers qui donne un peu tous ces contacts-là, qui est disponible à la Frapna et sur notre site en téléchargement. Donc si jamais ça peut aider des gens à savoir vers qui s'orienter, c'est chouette. Après, moi aussi, je peux répondre à des questions. Pour orienter aussi, on peut appeler à la Frapna et demander à me parler 5 minutes, ça va. je peux faire ça. N'hésitez pas à appeler Léa. Je peux faire ça avec grand plaisir même. Eh ben merci Léa, merci pour cet entretien. Avant de nous quitter, tu avais quelque chose à dire, une annonce à faire pour la Frapna aussi, c'est l'annonce de l'Assemblée Générale qui va avoir lieu le 13 juin, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc le 13 juin, au Bosquet, à Saint-Didier-sous-Aubenas, il y a l'Assemblée Générale de la Frapna. Donc ça commence à 14h, on fera très court et efficace sur la partie AG, vraiment le budget, les actions, tout ça. Et ensuite, il y aura une super animation qui sera un peu des mini-procès fictionnels. Donc c'est un peu des mises en situation sur des sujets qui sont controversés en écologie et sur lesquels des fois on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop comment se positionner. Et ça va être super intéressant. Et suivi d'un petit pot à 17h. Voilà, donc venez nombreuses et nombreux à l'AG de la Frapna. Ça va être trop chouette, donc n'hésitez pas à venir et à ramener du monde. Merci beaucoup encore une fois Léa, et merci aussi évidemment à toutes celles et ceux qui nous écoutent et à qui je ne dis pas à dans un mois cette fois, puisque cette émission était la dernière de la saison. Mais on se retrouve une fois l'été terminé, donc je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bon été, et on se retrouve, ne vous inquiétez pas, en septembre pour une nouvelle chronique du Hérisson.